Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons tout de suite de sport pour commencer. Dans le cadre de préparation des Jeux des îles de l'océan Indien, 4 disciplines, à savoir l'haltérophilie, le badminton, le tennis de table et l'athlétisme, ont reçu des matériels émanant du gouvernement chinois ce jour au Palais des Sports Mamassen en présence du président de la République, Andry Rajoelina. Selon lui, Madagascar s'est préparé pour l'accueil de ces Jeux des îles et on se donnera la main pour remporter la victoire. Par ailleurs, 51 athlètes partiront en Chine afin de se préparer. Natera Kutumav, Andra Zanjabi. À 102 jours des Jeux des îles, Madagascar est en pleine préparation. La première vague des équipements est arrivée. Ces équipements sont pour 4 disciplines, à savoir le badminton, l'haltérophilie, le tennis de table et l'athlétisme. Le président de la République a remis officiellement ces équipements émanant du gouvernement chinois ce jour et ils seront gérés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La relation bilatérale entre la République populaire de Chine et la République de Madagascar est une réalité depuis fort longtemps, comme vous l'avez dit, monsieur le chargé d'affaires. Et elle concerne plusieurs domaines, dont les sports qui en a toujours été l'un des grands bénéficiaires. Depuis plusieurs années, des sportifs malagasy ont régulièrement eu la possibilité de se préparer en Chine et inversement, la venue d'experts chinois à Madagascar a toujours été appréciée à sa juste valeur dans de nombreuses disciplines. D'ailleurs, nous souhaitons réitérer ces venues d'experts dans le cadre de la préparation des Jeux des îles. Vous l'avez dit et on vous en remercie. Ces échanges bilatéraux, dont l'un des objectifs est de permettre une meilleure préparation de nos athlètes, s'expriment aujourd'hui également à travers la réception de ces matériels de sport. Tout cela a été rendu possible grâce à la coopération sportive bilatérale entre nos deux gouvernements, concrétisée en l'occurrence ici par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Outre les sportifs qui sont envoyés en Chine pour y suivre un stage, des professionnels chinois viendront à Madagascar pour entraîner les autres sportifs dans le cadre de la préparation aux Jeux des îles. Cela grâce à la coopération bilatérale existante entre les deux pays. À titre de rappel, les Jeux des îles se tiendront du 23 août au 3 septembre. Je tiens à vous remercier également pour la remise officielle aux athlètes malagasy des disciplines de l'athlétisme, badminton, haltérophilie et tennis de table, de ces matériels en vue de la préparation aux compétitions des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Madagascar du 25 août au 3 septembre 2023. Cette donation s'inscrit dans la continuité des stages et de formation des reformations des 45 athlètes qui sont actuellement en train de suivre en Chine pour des formations pour une durée de 4 mois, et ce, depuis le 16 février dernier. Nous vous remercions de l'attachement que vous avez pour les athlètes malagasy et de l'appui que vous nous apportez dans le cadre de la préparation de ces Jeux. Ensemble, nous allons gagner et Madagascar va briller. En économie, un cahier de charges sera mis en place pour complémenter les permis d'exploitation miniers. Si les substances exploitées changent, le cahier de charges sera également modifié. Selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, ces modifications ont été apportées pour surveiller les activités des exploitants. Détail sur les images de Yves Janel. Plus de 3000 demandes de permis miniers ont été reçues par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques depuis la suspension. Actuellement, l'examen de ces documents est en cours, selon le ministre de tutelle, Rakutmalala Irnjen Olivier. Il existe 3 types de permis, le PE, le PR et le PREA, mais il y a également une autorisation spéciale pour réserver un périmètre ARP. Leur durée de validité a été révisée dans le projet de loi 005/2023 portant sur le code minier. Elle est de 20 ans renouvelable pour les PR
8 ans 2 fois renouvelable 4 ans pour les PREA et 25 ans une fois renouvelable 15 ans pour les PE. Un cahier de charges est délivré avec ces permis. Par ailleurs, les sanctions ont été renforcées pour ceux qui ne respectent pas les obligations. Cela comprend l'annulation de la licence en cas de non-paiement des frais d'administration minière, le retrait de la licence si les droits et taxes spéciaux ne sont pas payés, si les travaux ne commencent pas dans les 2 ans après l'obtention du permis, cela entraînera leur retrait. De même pour les suspensions de travaux dans les 5 ans sans avoir une bonne raison. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Mpanji-Numbi, le ministre a également mis l'accent sur la mise en place d'un guichet unique pour l'exportation de l'or. Il sera placé au MBC Ivatu et la NOR reçoit déjà la demande de licence, toujours selon les explications. Toujours dans ce contexte, Madagascar ne peut pas se passer des entreprises étrangères et des investisseurs dans la grande exploitation de ressources minières, selon un économiste. En effet, l'exploitation minière menée par des entrepreneurs à Madagascar n'est pas encore en mesure de concurrencer le marché international, mais s'arrête souvent à des exploitations minières moyennes. Il faut une politique gouvernementale et effectuer un plaidoyer pour des intérêts qui déterminent l'impact social des grandes entreprises, en plus du développement obtenu auprès des investisseurs, selon toujours les explications. Sai Sylvain. Selon les statistiques publiées en 2019, l'exploitation minière à Madagascar représente 9% du PIB. Dans la région du sud-ouest, par exemple, on estime que jusqu'à 857 millions de tonnes de ressources minérales peuvent être exploitées, augmentant ainsi la valeur de l'économie. Cependant, les entrepreneurs et les entreprises malagasy ne sont pas encore en mesure de financer cette exploitation minière. Raison pour laquelle Madagascar doit continuer de coopérer avec les entreprises étrangères, selon les explications de David Rakout, un économiste. Outre les avantages et le bénéfice économique, il existe également un impact social direct sur la population affectée par cette exploitation, notamment la création d'emplois et leur participation à des projets de développement. Cet économiste a également confirmé que le gouvernement détient la position de la définition de la politique, de faciliter et d'exiger les bénéfices sociaux sur l'exploitation. Pour le cas des sites miniers dans la région Antsimonjefan particulièrement, des discussions sont déjà en cours entre les exploitants miniers et le gouvernement. La discussion entre les deux parties qui devrait se concentrer sur les avantages sociaux qu'offrent les projets d'exploitation à la population, ainsi que l'argent qui doit entrer dans la caisse de l'État, à utiliser notamment pour les travaux de développement, selon toujours les explications. En politique, membre du parti politique MMM ou Malagasy Miaramieng et député élu dans le district de Mande sous l'étiquette de l'IRD, Fiene Richard a définitivement quitté le parti MMM hier. Il était membre fondateur de ce parti et en était le deuxième leader. Il a été mentionné dans sa lettre de démission que la vie de ce parti ne le motive plus et que c'était un honneur pour lui de présenter sa démission. Et puis l'instauration d'un gouvernement de transition relève d'une soif de pouvoir et de recherche d'intérêts particuliers pour l'opposition, a déclaré aujourd'hui le sénateur de Madagascar, aussi président national de la plateforme IFI ou Isika Afikaban Namirakamni Andrazuel, Ramanambita Richard. Il n'y a pas de crise politique à Madagascar, ajoute ce sénateur. Il appelle donc la population à ne pas se laisser influencer par cette question de transition dont parle l'opposition. Le point avec Miarvulatsferen et Braz de Nilsson. Il n'y a pas de crise politique à Madagascar, a déclaré le sénateur de Madagascar, aussi président national de la plateforme IFI ou Isika Afikaban Namirakamni Andrazuel, Ramanambita Richard, aujourd'hui, lorsqu'il s'est exprimé sur l'instauration d'un gouvernement de transition voulu par l'opposition. Selon lui, l'opposition est assoiffée de pouvoir et ne cherche qu'à satisfaire des intérêts particuliers. Ainsi, la transition et ou la cogestion n'est pas acceptable.
Quant au régime actuel, il est déjà prêt à effectuer l'élection. Ainsi, le sénateur Amanambitana Richard exhorte la population à ne pas se laisser influencer par l'opposition dans cette affaire de transition et de cogestion. Il a confirmé que le combat initié par le président Andradzuel depuis 2009 se poursuit toujours, raison pour laquelle les alliés du président n'acceptent pas cette cogestion que l'opposition envisage de mettre en place. Dans les actualités sociales, la semaine de distribution de titres fonciers a débuté ce jour pour la région d'Itassi, honorée par la présence du ministre du Tourisme, du ministre de la Santé publique et du ministre de la Justice. D'après la population, une telle distribution réduira le nombre de litiges fonciers. Fin de scène à Mireille, Chacun rêve d'avoir un terrain à son propre nom. D'autres en possèdent, mais ils sont encore au nom de leurs parents. Bon nombre des habitants d'Itas sont dans cette situation. La lenteur des traitements de dossiers, ainsi que les nombreuses étapes à suivre, ont été un frein pour eux. Grâce à la distribution de titres fonciers, les problèmes de litige foncier seront résolus selon eux. Le régime actuel, depuis son installation, a promis aux Malagasy de leur rendre leurs terres. D'où l'opération titre foncier, explique le ministre du Tourisme Joël Rangiamanjantu. Il est à noter qu'il y a plus de 30 000 demandes de titres dans la région d'Itassi. L'opération ne s'arrêtera pas dans cette région, mais se poursuivra dans toute l'île. Et revenons au sport, la 4e édition du rallye Motul, première étape du championnat national de rallye automobile, a été un succès. L'événement s'est terminé hier avec la victoire de l'équipe ASAC, Fred Rabekout et Mick Rachimwarnoussi. Ces vice-champions de Madagascar se sont distingués dans les 10 épreuves spéciales. Fredo Rakoutoarsou sur les images de Hadza Andjianouni. Frédéric Rabekout et Mick Rachimwarnoussi sont montés sur la plus haute marche du podium du club FMMSAM, organisateur du rallye Motul. Leurs performances dans les 6 spéciales lors de la première et de la deuxième journée, vendredi et samedi dernier, ont contribué à cette victoire. En 1 heure, 20 minutes et 4 secondes, Fred et Mick ont parcouru la distance de 112 km. Mathieu Ndjianzaf et Taïna Ragoutmalal, au volant d'une Subaru Austral, ont occupé la 2e place à 20 minutes et 7 secondes de Fred et Mick. Arkiad Rademsan et Fanza Ramiar Katswaven, toujours au volant d'une Subaru, terminent le podium. Taïna Razafnzuel et Rudra Benanaar, les derniers tenants du titre de ce rallye Motul, se sont classés 5e. Dans la catégorie SSV, Yann et Willy ont pris la première place. L'équipe de Jacques et Sylvie les ont suivis de près. La performance de l'équipe de Herbé et Lal avec la voiture 208 Elf a également été remarquable. Ils se sont classés 2e dans la catégorie mixte et 6e au général. À titre de rappel, 32 voitures ont pris le départ dans cette compétition Rallye Motul 2023. 21 voitures sont arrivées au terme des 10 épreuves spéciales. La remise du trophée aux vainqueurs a eu lieu hier à Nkourndjan. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce jour au Royaume-Uni où il a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans le cadre d'une tournée éclair auprès de plusieurs pays européens pour demander un soutien militaire accru alors que l'Ukraine s'apprête à lancer une contre-offensive majeure contre la Russie. France 24. Alors très clairement, son objectif principal, comme à Rome, à Berlin, à Paris, c'est un soutien militaire accru. Un soutien qui, outre les États-Unis, qui très clairement est le plus grand soutien militaire et autres économiques, financiers de l'Ukraine, c'est vraiment le Royaume-Uni, que ce soit sous le précédent Premier ministre Boris Johnson et très brièvement Liz Truss, mais depuis octobre et l'entrée en fonction ici de Rishi Sunak, très clairement un soutien continu militaire, économique, financier, 2 milliards et demi rien que l'année
dernière de la part du Royaume-Uni, des centaines de troupes formées aussi. Et vous l'avez dit, Londres, qui avant même l'atterrissage, lors de cette visite surprise de Zelensky, dit qu'il va livrer des centaines de missiles antiaériens et des drones, et c'est important, d'attaque avec une portée de 200 km. Et c'est sans doute cela, notamment, qui inquiète et préoccupe Moscou en ce moment. Donc pas du tout étonnant qu'il y ait une réaction très rapide. En tout cas, la résidence de Chequers et où Rishi Sunak reçoit pour la première fois un leader mondial, c'est vous dire l'importance qui est attachée à ce tête-à-tête et notamment à la rencontre entre les délégations ukrainiennes et britanniques. Nous verrons les annonces qu'il y aura sans doute cet après-midi lors de la fin de cet entretien. L'opposition thaïlandaise s'organise pour tenter de tourner la page du pouvoir militaire. Le principal parti d'opposition, Pheu Thai, a accepté de rejoindre la coalition du gouvernement pro-démocratie menée par Move Forward, ce qui pourrait permettre à ce mouvement d'obtenir le nombre de sièges nécessaires à l'Assemblée nationale pour choisir son Premier ministre. France 24. Pour les militaires au pouvoir depuis 9 ans, la claque est immense. Dimanche, les électeurs thaïlandais leur ont infligé une sévère défaite dans les urnes. Les deux partis d'opposition arrivent largement en tête. En première position, le parti progressiste Move Forward. Il est suivi du Pheu Thai, emmené par la fille de l'ancien Premier ministre en exil, Thaksin Shinawatra. Les deux formations pro-démocratie se disent prêtes à négocier pour former une coalition gouvernementale. Nous avons suffisamment de sièges de députés pour faire adopter toutes les réformes législatives que nous souhaitons. Le gouvernement sera une simple coalition dans le sens où, comme nous l'avons promis, il ne comprendra pas les partis soutenus par l'armée et sera fondé sur un protocole d'accord, comme dans les démocraties occidentales. Il y aura de la transparence. Du côté de l'armée à la tête de la Thaïlande depuis son coup d'État en 2014, on reconnaît la défaite. Je ferai mon devoir au mieux de mes capacités, quel qu'il soit. Je vais travailler toute ma vie pour la nation, la religion, le roi. C'est l'éthique de notre parti. J'espère que le pays connaîtra la paix et la prospérité. Mis sur pied par l'armée, le système électoral national est complexe. Sur les 500 sièges que compte l'Assemblée, les deux partis d'opposition ont l'obligation d'en remporter les 3/4 pour s'assurer une majorité. Le Sénat étant composé de 250 membres, tous pro-militaires. Une armée qui va donc conserver une influence politique majeure, malgré la déroute électorale. Et au lendemain des élections législatives et présidentielles en Turquie, les résultats définitifs se font toujours attendre. Recep Tayyip Erdogan est crédité de 49,42% des suffrages contre 44,95% pour Kemal Kılıçdaroğlu, selon les résultats encore partiels. Si un second tour se profile bel et bien le 28 mai, les deux candidats se disent sereins. France 24. Eh bien, c'est d'abord que les sondages se sont légèrement trompés parce que depuis plusieurs semaines maintenant, ils donnaient Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat d'opposition, en tête. Et c'est que pour la première fois, Recep Tayyip Erdogan va affronter un second tour, normalement, à une élection présidentielle. Il a plutôt une dynamique en sa faveur pour plusieurs raisons. Il semble que son alliance avec le MHP pour les élections législatives soit en première place, ce qui devrait lui donner l'avantage pour cette course à la présidentielle, puisque les Turcs aiment la stabilité et n'iront probablement pas vers une cohabitation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un troisième candidat dont on a peu parlé ces derniers temps, Sinan Oğan, un ultranationaliste, un ancien membre du MHP, allié de Recep Tayyip Erdogan, qui arrive avec un score bien meilleur que prévu par les sondages, 5,2% pour l'instant. Et il est peu probable que ces électeurs se tournent donc vers Kemal Kılıçdaroğlu. Ce que montre en fait tout ça et ce qu'on a pu observer depuis plusieurs jours, c'est réellement deux visions de la Turquie qui s'opposent, entre ultranationalistes d'un côté et ces jeunes avec lesquels nous avons pu parler notamment ces derniers temps, ces laïcs qui aspirent à plus de démocratie et plus d'unité dans le pays. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Scandale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.